Le réveil sonne à 4h30. Je sors la main de sous la couette, cherche à tâtons le bouton et fixe l'obscurité pendant quelques secondes. Mes doigts craquent lorsque je serre et desserre les poings. L'arthrite se rappelle à mon bon souvenir chaque matin, surtout par ce temps humide. Moi, Martine Jolivet, 67 ans, je me lève avant les oiseaux pour garder les enfants des autres. Quoique, en quoi sont-ils, les autres? Ce sont mes petits-enfants, Amélie, 8 ans, et David, 6 ans. Mais parfois, dans des moments comme celui-ci, quand il fait encore nuit et que 14 heures de travail m'attendent, je me surprends à penser qu'ils sont des étrangers, ou plutôt, que je suis une étrangère pour eux. Une baby-sitter gratuite que l'on peut ignorer. Dans la salle de bain, je jette un coup d'œil à mon reflet. Les rides autour de mes yeux se sont creusées au cours de l'année écoulée. J'ai arrêté de teindre mes cheveux gris il y a bien longtemps. À quoi bon? Isabelle me fait encore la remarque de temps en temps, que je devrais prendre un peu soin de moi, comme si mon apparence la concernait. Le mois dernier, elle m'a offert une crème anti-rides à 150 €. Maman, tu dois mieux t'occuper de toi. Puis, dans la même journée, elle m'a demandé d'emmener Amélie à la danse, de récupérer David à la piscine et de préparer le dîner pour 6 personnes. Je me prépare une tasse de thé fort, j'avale un cachet pour ma tension et je mange une tartine de pain complet avec du beurre de cacahuète. Je prépare un sac avec des vêtements de rechange au cas où l'un des enfants renverserait quelque chose, une boîte à déjeuner et un livre que je n'ouvrirai probablement jamais. Près de la porte d'entrée se trouvent les sacs de courses que j'ai faits hier pour leur famille. Isabelle m'a demandé d'acheter des fruits bio et des yaourts spéciaux pour François. Il suit un nouveau régime. J'ai gardé le ticket de caisse, bien sûr, mais je ne demanderai pas l'argent. La dernière fois que j'ai mentionné le remboursement des courses, Isabelle a levé les yeux au ciel. Maman, on est une famille. Tu ne vas pas compter chaque centime, quand même. À 5h15, je monte dans ma vieille Renault Clio de 2000. Elle tousse, hoquette et met un certain temps à démarrer par ce matin froid. François a proposé plusieurs fois de jeter un œil à la voiture, mais il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Quand j'ai évoqué l'idée d'en acheter une neuve, Isabelle a secoué la tête. Maman, c'est une telle dépense. Tu ne conduis que pour venir nous voir. Seulement pour les voir. Comme si je n'avais pas ma propre vie. Pourtant, j'en avais une. 25 ans en blouse d'infirmière, des milliers de vies sauvées, des gardes de nuit, des mots de remerciement de patients. Puis une retraite anticipée pour aider avec ma première petite fille. Juste pour quelques années, maman, avait dit Isabelle. Mais les années ont passé et me voilà, dans une maison qui n'est pas la mienne, invisible, avec les clés de la porte d'entrée. Je passe plus de temps chez Isabelle que chez moi. J'arrive à 6h30 pour réveiller les enfants à 7h, pendant que leurs parents dorment encore. J'ouvre doucement la porte avec ma clé et j'enlève mes chaussures dans le couloir. De la vaisselle sale traîne dans l'évier. Des jouets sont éparpillés dans le salon. J'étais la dernière à partir hier et j'avais tout nettoyé. Cela signifie qu'ils ont remis le désordre dans la soirée. La première chose que je fais est de mettre la bouilloire en marche et de lancer le lave-vaisselle. Ensuite, je monte réveiller les enfants. Amélie est de mauvaise humeur et ne veut pas se lever. David se cache sous les couvertures en gémissant. Je les amadoue, leur promets des crêpes pour le petit déjeuner, et finalement, ils sortent du lit en traînant les pieds. Mamie, on peut regarder les dessins animés? Demande David en se frottant les yeux. D'abord, on se lave et on s'habille, mon chéri. Je réponds en l'aidant à trouver un t-shirt propre. Pendant que les enfants font leur toilette, je descends à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. À 8h, j'entends des pas dans l'escalier. Isabelle descend, déjà en tailleur, son téléphone à la main. Bonjour, maman, dit-elle sans me regarder. Amélie a un exposé à l'école aujourd'hui. N'oublie pas de mettre son projet dans son sac à dos. Quel projet? Je me fige, la spatule à la main. Comment ça, quel projet? C'est sur les écosystèmes. Je te l'ai dit hier, dit-elle, la voix teintée d'irritation. Tu ne me l'as pas dit, je réponds doucement. Si, je te l'ai dit, me contredit-elle sèchement. Il doit y avoir un dossier sur la table du salon. Et n'oublie pas de récupérer le costume de François au pressing. Je t'ai envoyé l'adresse. Je hoche la tête, même si je n'ai reçu aucun message avec l'adresse. J'avale mes objections, comme je l'ai fait des centaines de fois. Elle est occupée. Elle a son travail. Elle est stressée, me dis-je. À 8h15, François descend à la cuisine, déjà habillé pour le travail. Il prend la tasse de café que je lui ai préparée et s'assoit à table.
le nez plongé dans son téléphone. « Bonjour, François, dis-je. »« Salut », marmonne-t-il sans lever la tête. Je pose une assiette d'omelette devant lui. Il mâche machinalement, continuant de faire défiler quelque chose sur son écran. Pas de « merci ». Pas de sourire. Les enfants descendent enfin pour le petit déjeuner. Amélie n'est pas contente que les crêpes soient encore aux myrtilles, alors que la semaine dernière, elle disait que c'était son fruit préféré. David renverse du jus d'orange sur son t-shirt, et je dois le remonter pour le changer. Quand nous revenons, François est parti sans même dire au revoir. Isabelle se précipite dans la maison, rassemblant des documents pour son porte-documents. « Maman, je serai en retard ce soir », crie-t-elle par-dessus son épaule. « Tu pourras récupérer les enfants et préparer le dîner ? Quelques amis de François viennent. À la maison. J'ouvre la bouche pour lui rappeler que j'ai une réunion de mon club de lecture ce soir, que j'ai prévue il y a un mois. Mais Isabelle est déjà sortie, criant « Au revoir, les enfants. Écoutez bien votre grand-mère. » La porte claque. Je reste plantée au milieu de la cuisine, un torchon à la main, et je sens quelque chose se nouer en moi. La réunion du club de lecture est la seule chose que j'ai prévue pour moi ce mois-ci. J'ai même lu le livre et pris des notes, mais apparemment, les amis de François sont plus importants. « Mamie, aide-moi avec mes chaussures !» crie David depuis le couloir. Je soupire profondément et vais l'aider. Ensuite, je rassemble les sacs à dos, vérifie que le dossier du projet d'Amélie est bien là. Je le trouve sous le canapé, pas sur la table du salon. Je tresse les cheveux d'Amélie et, à 9h30, je pars pour emmener les enfants à l'école. Après ça, je vais au supermarché pour acheter de quoi préparer le dîner pour les amis de François. Puis je passe au pressing, dont je trouve l'adresse en appelant Isabelle. Elle est mécontente que je la dérange pour de telles broutilles. De retour chez eux, je commence le ménage. J'aspire, je lave les sols, je fais la poussière, j'étends le linge. Pendant une pause, j'appelle le club de lecture pour les informer que je ne viendrai pas. Judith, l'organisatrice, soupire au téléphone. « Martine, c'est la 3e fois en 2 mois. Tu devrais peut-être parler à ta fille. » Je marmonne quelque chose en réponse et mets fin rapidement à la conversation. Que puis-je dire à Isabelle ? Que je veux ma propre vie. La dernière fois que j'ai mentionné que c'était difficile pour moi de passer toutes mes journées avec les enfants, elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. « Maman, tu as dit toi-même que tu adorais tes petits-enfants. Et maintenant, il s'avère que passer du temps avec eux est un fardeau pour toi ? Tu sais combien coûte une baby-sitter ? Nous n'avons pas les moyens. Et de toute façon, qu'est-ce que tu ferais d'autre ? Tu es à la retraite. » Après cette conversation, je n'ai pas dormi pendant 2 nuits, me sentant comme une grand-mère et une mère épouvantables. Le 3e jour, je suis arrivée comme d'habitude à 6h30, avec un sac de croissants frais de la boulangerie, comme pour m'excuser de mes pensées sur ma propre vie. À 14h, je récupère David à l'école. Il est de mauvaise humeur. Il s'est battu avec un garçon à la récréation. « Il a dit que tu ressembles à une sorcière », renifle David en grimpant sur la banquette arrière. « Et c'est pour ça que tu l'as frappé ?» Je demande, ressentant un mélange de tendresse pour mon petit-fils et d'amertume pour ce que je viens d'entendre. « Oui. Tu n'es pas une sorcière. Tu es ma mamie. » Je souris et lui tends un mouchoir pour essuyer ses larmes. Des moments comme celui-ci me rappellent pourquoi je supporte tout ça. Pour eux, ces petites personnes qui me voient encore comme leur grand-mère, pas comme une servante. À 15h30, je récupère Amélie à la danse. Elle sort du bâtiment en agitant un papier. « Mamie, regarde. J'ai eu le rôle principal dans la pièce de l'école. C'est merveilleux, ma chérie. » Je la serre dans mes bras, sentant une bouffée de fierté. Il faut que je le dise à maman et papa. Ils vont être si contents. Nous appelons Isabelle, mais elle rejette l'appel et envoie un SMS. En réunion. Urgent. Amélie dicte la réponse et je tape. Amélie a eu le rôle principal dans la pièce de l'école. La réponse arrive 10 minutes plus tard. Super. On en reparle ce soir. Je vois le sourire d'Amélie s'effacer et mon cœur se serre. Maman est très occupée en ce moment, ma puce, mais elle sera ravie quand tu lui en parleras ce soir. Je rassure ma petite fille, même si je sais que la soirée sera probablement bien remplie avec les invités, le dîner et les conversations d'adultes. À la maison, j'aide les enfants avec leurs devoirs, puis je commence à préparer le dîner. Les enfants regardent des dessins animés dans le salon. Je fais mariner la viande, j'épluche les légumes, j'étale la pâte pour la tarte. Mes mains bougent machinalement.
Mes pensées dérivent vers le passé. Je me souviens comment tout a commencé. Amélie venait de naître. Isabelle était en congé maternité, mais se plaignait constamment d'être fatiguée. Maman, tu peux venir aider quelques jours. Je suis venue, puis pour quelques autres jours. Et puis Isabelle a annoncé qu'elle retournait travailler plus tôt. On ne peut pas laisser passer une bonne opportunité. Elle m'a demandé de m'occuper du bébé juste pour quelques mois, le temps de trouver une nounou. Ils n'ont jamais trouvé de nounou. Ou plutôt, ils n'ont pas vraiment cherché. Au début, ils ont dit que c'était trop cher. Puis ils ont dit qu'ils ne faisaient pas confiance aux étrangers. Quand j'ai suggéré qu'ils pourraient envisager une crèche, François s'est indigné. Tu veux que notre enfant passe toute la journée avec des inconnus? Jamais de la vie. Les valeurs familiales sont plus importantes pour nous. Les valeurs familiales? Bien sûr. Qui se résument au fait que la grand-mère doit garder les enfants gratuitement et en silence. Et puis David est né, et la boucle était bouclée. 2 enfants, 2 parents qui travaillent, et moi. Une main-d'œuvre gratuite qui n'a rien d'autre à faire à la retraite. La sonnette me tire de mes souvenirs. Sur le seuil se tient ma voisine, Paul Vasseur, une femme petite et énergique de mon âge, avec des cheveux gris courts et un rouge à lèvres vif. Martine, je t'ai appelée toute la journée, dit-elle en guise de salut. Désolée, Paul. J'étais occupée avec les petits-enfants. Je réponds en la laissant entrer. Paul jette un coup d'œil à la cuisine, encombrée de provisions, et à moi, dans mon tablier avec de la farine sur la joue. Encore en train de leur préparer le dîner. J'entends la désapprobation dans sa voix. Et le club de lecture ce soir? Je ne peux pas y aller. Isabelle et François reçoivent des invités. Paul croise les bras sur sa poitrine. Martine Jolivet, tu m'étonnes. C'est la 3e fois que tu manques une réunion pour eux. Est-ce qu'ils te paient au moins pour tout ça? Elle fait un geste qui englobe la cuisine. Allons, Paul. C'est ma famille, dis-je en me détournant pour cacher mon expression. La famille? Ah. Elle ricane. Tu ne penses pas que la famille, c'est censé être une attention mutuelle? C'est quand la dernière fois qu'ils ont fait quelque chose pour toi? Je reste silencieuse, passant en revue les derniers mois dans ma tête. Mon anniversaire, qu'ils ont oublié de fêter à cause d'une réunion importante de François. Noël, où ils sont partis au ski en me laissant seule parce que, tu n'aimes pas le ski, maman. Des plans sans cesse annulés, des rendez-vous reportés, des promesses non tenues. Exactement, hoche Paul, comme si elle lisait dans mes pensées. Ils se servent de toi, et tu les laisses faire. Ne dis pas ça, j'objecte sans grande conviction. Ils sont juste très occupés. Ils ont leur travail, les enfants. Tu avais un travail aussi, Martine, et un enfant. Et tu t'en es sortie toute seule. Paul me regarde droit dans les yeux. Ce sont des adultes qui devraient assumer la responsabilité de leur famille. Et toi, tu mérites le respect et ta propre vie. À ce moment, Amélie déboule dans la cuisine. Mamie, David et moi on veut une glace. Mon cœur, le dîner sera bientôt prêt, je réponds. Et dis bonjour à Madame Vasseur. Salut, dit Amélie avant de se tourner vers moi. Mais on en veut maintenant. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, Amélie. Le dîner d'abord, dis-je fermement. Le visage d'Amélie se crispe instantanément. T'es méchante. Maman nous laisse toujours prendre une glace. Alors attends maman, et elle te laissera faire, je réponds, me surprenant moi-même. Amélie s'enfuit en tapant bruyamment des pieds. Paul lève un sourcil. Merci pour ça, je soupire. C'est juste une enfant. Et eux. Paul désigne la photo d'Isabelle et François sur le réfrigérateur. Ce sont des enfants aussi. Je ne sais pas quoi répondre. Paul regarde sa montre. Je dois y aller. Le club de lecture commence dans 1 heure. Tu es sûr que tu ne veux pas venir? Sûr, je hoche la tête, même si tout en moi crie le contraire. Paul se dirige vers la porte mais s'arrête sur le seuil. Tu sais, Martine, un jour, tu devras décider quelle vie est la plus importante pour toi, la tienne ou la leur. Et j'ai bien peur que ce jour-là, tu découvres qu'il ne te reste plus de vie propre. Elle part, et je reste debout dans la cuisine, entourée de légumes non coupés et d'une tarte non cuite. Les enfants font du bruit dans le salon, réclamant de l'attention. Mon téléphone BIPE. Un message d'Isabelle. Prends du vin en rentrant. J'ai oublié. Ce n'est même pas une question. C'est un ordre.
Je regarde mes mains ridées, avec des veines qui deviennent de plus en plus visibles chaque année. Je me souviens comment j'ai utilisé ces mains pour mettre au monde des bébés, faire des piqûres, essuyer les larmes des patients. Comment j'ai bercé la petite Isabelle avec ces mêmes mains, lui ai appris à marcher et essuyer ses larmes. Et maintenant, ses mains préparent le dîner pour des gens qui ne diront même pas merci. Et soudain, je sens quelque chose se briser en moi. Silencieusement, presque inaudiblement. Mais le son de cette fracture me rend plus sourde que les cris des enfants dans la pièce d'Axe en grave côté. Le samedi matin a commencé par un coup de téléphone. Isabelle n'appelait jamais sitôt sans raison, alors j'ai su tout de suite que c'était quelque chose d'urgent. L'horloge affichait 7h30, et dehors, le ciel gris d'Orléans promettait de la pluie. « Maman, tu ne vas pas le croire. » La voix d'Isabelle vibrait d'excitation. François a invité son père pour un barbecue. Je fronçai les sourcils. Charles Ferraud rendait rarement visite à son fils et à sa famille. Il se montrait 1 ou 2 fois par an pour les grandes fêtes. Et chaque visite transformait François en un adolescent nerveux en quête d'approbation. « Quelle est l'occasion ?» demandai-je en essayant de me réveiller. « Tu vois, Charles vient avec son ami, Thomas Daril. Il possède les garages Daril, une chaîne d'ateliers de réparation automobile. François essaie de le rencontrer depuis des mois. Si tout se passe bien, il pourrait proposer un partenariat à François. Tu imagines ce que ça signifie pour nous ? » J'avais une vague idée. Peut-être qu'ils arrêteraient enfin de se plaindre d'argent, même si cela ne changerait guère leur attitude envers moi. C'est merveilleux, ma chérie. C'est quand, le barbecue ? Aujourd'hui à 16h, lâcha Isabelle. Je sais que c'est de dernière minute, mais c'était une décision spontanée. Charles a appelé hier soir et a dit qu'il serait de passage avec ce Daril. Maman, on a vraiment besoin de ton aide. Tu peux venir ? Je serrai plus fort le téléphone. J'avais des projets. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais au cinéma avec Paul, pour une rétrospective Hitchcock que j'attendais depuis des mois. Isabelle, j'ai des billets pour ce soir. Maman, s'il te plaît, m'interrompit-elle. C'est très important pour nous. Je dois cuisiner tout un tas de choses, m'occuper de la maison, être l'hôtesse parfaite, et puis il y a les enfants. Tu sais comme ils sont agités quand on a des invités, surtout quand grand-père Charles est là. Je fermai les yeux. Mon samedi, mes projets, mon Hitchcock, tout s'effondrait en un instant. D'accord, dis-je après une pause. À quelle heure dois-je venir ? 11h serait parfait. Ma fille respira de soulagement. J'ai fait une liste de courses, je te l'envoie tout de suite. Isabelle, j'ai essayé d'être précise. Comment puis-je aider exactement ? Tout, rit-elle. Fais ta fameuse salade de pommes. De terre. Aide avec les apéritifs. Garde un œil sur les enfants pour qu'ils ne soient pas dans nos pieds. Comme d'habitude. Et aussi, maman. Sa voix devint plus sérieuse. Mais quelque chose de plus présentable. Tu sais comment est Charles. Tout doit être parfait. Je regardais ma garde-robe. Des jeans, des t-shirts, 2 ou 3 robes pour les occasions spéciales, qui se faisaient de plus en plus rares dans ma vie. Qu'est-ce qui, dans ma garde-robe, pourrait bien ne pas convenir à Charles Ferraud ? En fait, je connaissais déjà la réponse. Tout. Je n'étais jamais assez bien pour lui. Pas assez présentable, comme belle-mère, comme il l'avait dit un jour à François, pensant que je ne l'entendais pas. À 10h45, je me garai devant la maison de ma fille. Dans une main, je tenais un sac de courses, et dans l'autre, un cintre avec une robe bleu foncé qu'Isabelle avait portée à son bal de promo. Plus présentable, signifiait, formel, avais-je décidé. La maison bourdonnait comme une ruche. Isabelle se précipitait entre la cuisine et le salon, arrangeant des coussins décoratifs. François s'affairait avec le barbecue dans le jardin, jurant de temps en temps. Les enfants regardaient des dessins animés, mais en me voyant, ils se précipitèrent pour me serrer dans leurs bras. « Mamie !» David enroula ses bras autour de mes jambes. « Tu vas jouer avec nous ?» « Bien sûr, mon chéri, » je lui caressai la tête. « Mais d'abord, je vais aider maman à cuisiner. » Isabelle me jeta un regard critique. « Maman, tu vas sérieusement mettre cette vieille robe ? Elle est démodée depuis 20 ans. » Je sentis mes joues rougir. « Tu as dit quelque chose de décent, » répondis-je doucement. « C'est ce que j'ai de plus joli. » Isabelle leva les yeux au ciel. « Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, il faut préparer le dîner. J'ai acheté des côtes de bœuf magnifiques que François va griller.
On a besoin d'apéritifs, de salade et d'un dessert. La liste est sur le frigo. Je me rendis silencieusement dans la cuisine et commençai à trier les provisions. La liste était impressionnante. Caprese avec de la mozzarella maison, tartelette au saumon, 3 sortes de salades, sauces, accompagnement. Je devais cuisiner pour 12 personnes. Et c'était sans compter le menu séparé pour les enfants, qui ne mangeraient jamais la nourriture des adultes. Comme Isabelle l'avait si bien souligné. À 12h30, alors que j'étais jusqu'au coude dans la pâte à tarte, François entra dans la cuisine. « Comment ça va, Martine ?» demanda-t-il en ouvrant le frigo et en sortant une bière. « Bien, » répondis-je en étirant mon cou. « Et ton barbecue ?» « Eh bien, je n'arrive pas à régler la température, » se plaignit-il. « Ces nouveaux modèles sont si capricieux. »« Tu devrais peut-être lire le mode d'emploi, » suggérai-je. François ricana. « Je travaille avec des machines depuis 20 ans. Je vais bien finir par comprendre ce grill. » À ce moment, Isabelle fit irruption dans la cuisine. « Maman, je t'avais demandé de faire des tartelettes au caviar rouge, pas au saumon. » Je la regardai, perplexe. Le saumon était sur la liste. « Bien sûr, le saumon, c'est pour les invités ordinaires, » s'exclama Isabelle en levant les bras au ciel. « Mais il nous faut quelque chose de spécial pour Charles et ce Daryl. » Je me souviens très bien avoir dit caviar. Elle ne l'avait pas dit. J'en étais sûre, mais ça ne servait à rien de discuter. « Je peux courir au magasin, » proposai-je. « Pas le temps. » Isabelle passa nerveusement ses doigts dans ses cheveux. « On devra faire avec ce qu'on a, mais la prochaine fois, sois plus attentive. » Elle sortit de la cuisine en trombe et je continuai à cuisiner, sentant la tension me crisper les épaules. À 14h, Paul appela. « Prête pour Hitchcock ?» demanda-t-elle joyeusement. « Paul, je suis tellement désolée. » Je baissai la voix pour qu'elle ne m'entende pas. « Je ne peux pas y aller. Isabelle et François ont une réception importante et ils ont besoin de mon aide. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Martine, » dit enfin Paul, « c'est la 3e fois ce mois-ci que tu annules nos plans à cause d'eux. »« Je sais, et je suis vraiment désolée, » dis-je, sentant une boule se former dans ma gorge. « Mais aujourd'hui, c'est vraiment un jour important. Le père de François vient avec un homme d'affaires qui pourrait lui offrir un partenariat. Et c'est pour ça que tu dois annuler tes projets. » La voix de Paul était remplie d'une irritation non dissimulée. « Martine, ce sont des adultes. Ils peuvent organiser une réception sans ton aide. »« Tu ne comprends pas. »« Non, c'est toi qui ne comprends pas, » s'emporta Paul. « Ils se servent de toi parce que tu les laisses faire. Tu sais quoi? Va faire tes tartelettes. Je trouverai quelqu'un qui apprécie vraiment ma compagnie. » Elle raccrocha et je restai là, le téléphone à la main, sentant les larmes me monter aux yeux. Paul avait raison. Mais que pouvais-je faire? C'était ma famille, ma fille, mes petits-enfants. À 15h, alors que la plupart de la cuisine était terminée, Isabelle passa la tête dans la cuisine. « Maman, tu ne t'habilles pas? Les invités seront là dans 1 heure. » J'essuyai mes mains sur mon tablier. « Je vais me changer dans 1 minute, mais Isabelle, cette robe... » « Oublie-la », ma fille fit un geste de la main. « Je t'en ai trouvé une des miennes. Elle est en haut, dans la chambre d'amis. » Dans la chambre d'amis, il y avait une robe fourreau noire avec un décolleté plongeant sur le lit. Pas du tout mon style. À côté, une paire d'escarpins à talons hauts. « Isabelle, je ne peux pas porter ça, » dis-je quand ma fille passa la tête pour voir comment je m'habillais. « Ces talons sont trop hauts pour moi. J'ai de l'arthrite. »« Maman !» Isabelle croisa les bras sur sa poitrine. « Tu ne peux pas faire une exception pour une soirée? C'est très important pour nous. Tu sais à quel point Charles est pointilleux. Il trouvera toujours quelque chose à redire. »« Je comprends, mais... » »« Si tu comprenais vraiment, » m'interrompit-elle, « tu ne discuterais pas pour une robe. Mets-la, s'il te plaît. Tiens. » Elle me tendit sa trousse de maquillage. « Un peu de maquillage ne te ferait pas de mal. » Je regardai mon reflet dans le miroir. Une robe étrange, des chaussures étranges, un maquillage étrange. Même mon visage sous une couche de fond de teint me semblait étranger. Pour le bien de la famille, me rappelai-je, et grimaçant de douleur dans mes articulations, je chaussai les escarpins. Vers 16h, les invités commencèrent à arriver. François me présenta comme « ma belle-mère », sans jamais mentionner mon nom. Je souriais, servais les apéritifs et répondais aux rares questions sur moi par de courtes phrases.
Personne n'était intéressé par le fait que j'avais travaillé comme infirmière en soins intensifs pendant 40 ans, sauvant des vies, voyant la mort et la naissance. J'étais juste la belle-mère, une parente âgée sans nom qui aidait avec la nourriture. À 17h30, Charles Ferraud arriva, un homme grand et droit, avec une allure militaire et un regard perçant. Avec lui, son ami Thomas Daryl, un homme imposant dans la cinquantaine, avec une barbe grise soignée et un costume cher. Mon fils, Charles serra sèchement la main de François, qui se tendit et se redressa instantanément. Jolie maison. Elle pourrait être plus grande, bien sûr, mais pour commencer, ça ira. Je remarquai à quel point François prit douloureusement ce compliment. Il serra les dents, mais ne dit rien. Isabelle voltigea vers les invités avec son sourire habituel. Monsieur Ferraud, Monsieur Daryl, bienvenue. Entrez, je vous en prie. François a préparé d'excellentes côtes de bœuf. J'espère qu'il ne les a pas trop cuites, marmonna Charles. Il n'a jamais su cuire la viande correctement. François était tout sourire en installant les invités aux meilleures places dans le jardin. Isabelle voltait autour d'eux, proposant boissons et amuse-gueules. J'observais la scène de loin, me sentant invisible. Mamie. David tira sur l'ourlet de ma robe. Amélie et moi on veut une glace. Pas maintenant, mon chéri, je lui caressai la tête. Il faut d'abord manger un vrai repas. Mais on en veut maintenant, se plaignit Amélie. Chut, je m'accroupis, grimaçant de douleur aux genoux. On a une réunion importante. Pas de caprice. Les enfants, allez jouer dans la maison. Isabelle s'approcha de nous. Maman, tu pourrais les surveiller? Je dois parler aux invités. Je hochai la tête et emmenai les enfants à l'intérieur. Nous jouions à un jeu de société quand j'entendis des voix dans le jardin. François et ses invités avaient décidé de rentrer pour échapper à la pluie qui avait commencé. Les enfants, jouez sans moi pour l'instant, dis-je. Je vais voir s'ils ont besoin d'aide en cuisine. Je sortis dans le couloir et me dirigeai vers la cuisine, mais je m'arrêtai en entendant des voix venant du salon. C'était Charles Ferraud. Ne te méprends pas, mon fils. Je vois que tu essaies, mais l'image d'une personne qui a réussi se compose de petits détails. Toutes ces babioles bon marché, dit-il en faisant un geste vers la pièce, crient votre manque de moyens. On modernise l'intérieur progressivement, papa, dit François obséquieusement. L'année prochaine, si tout va bien. Si, interrompit Charles, toujours si. Quand deviendras-tu enfin un homme et commenceras-tu à agir au lieu d'espérer? Il y eut une pause. Je me figeai, effrayé de bouger. Et encore une chose, continua Charles. Cette femme âgée, ta belle-mère. Elle s'habille toujours comme ça? Non, bien sûr que non, François rit nerveusement. D'habitude, elle est plus sobre. Je vois qu'elle passe beaucoup de temps avec tes enfants, dit Charles d'un ton désapprobateur. Oui, elle nous aide. Les enfants aiment passer du temps avec elle. On peut garder ses petits-enfants, mais on ne se présente pas comme leur grand-mère devant les gens, lâcha Charles. Dans notre milieu, l'image de la famille est très importante. Une vieille femme débraillée qui essaie de paraître plus jeune dans des vêtements inappropriés, ce n'est pas ce que les clients et les partenaires s'attendent à voir. Regarde la femme de Thomas. Un goût impeccable, des manières dignes. Voilà un modèle pour ta famille. Je restais là, incapable de bouger, sentant le sang quitter mon visage. Une vieille femme débraillée. C'était moi. Une femme qui se lève à 4h30 du matin pour aider avec leurs enfants. Qui annule ses projets pour leur carrière. Qui endure des douleurs articulaires en portant des chaussures inconfortables juste pour ne pas ruiner leur image. Je comprends. La voix de François semblait incertaine. Bien sûr, on peut s'arranger. François. Appela Isabelle depuis la cuisine. Aide-moi avec le vin. La conversation fut interrompue et j'entendis des pas. Je reculai rapidement dans l'ombre du couloir, laissant passer François. Il passa sans me remarquer, et je restai là, sentant quelque chose se briser complètement en moi. Une vieille femme débraillée. Ne te présente pas comme leur grand-mère devant les gens. L'humiliation et la colère résonnaient dans ma tête. Je retournai silencieusement dans la chambre avec les enfants, réarrangeant machinalement les pièces sur le plateau de jeu tandis qu'une tempête faisait rage en moi. Une demi-heure plus tard, Isabelle passa la tête dans la pièce. « Maman, tu pourrais aider avec le dessert? Je ne trouve pas la crème fouettée. » Je levai lentement les yeux. « Isabelle, as-tu entendu ce que le père de François a dit de moi ?» Elle se figea sur le seuil. « De quoi tu parles ?»
Il m'a traité de vieille femme débraillée. Ma voix était étonnamment calme. Et il a conseillé à François de ne pas me laisser me présenter comme leur grand-mère devant les gens. François a été d'accord. Isabelle pâlit. Maman, je suis sûre que tu as mal compris. Non, j'ai parfaitement compris, dis-je en me levant et en grimaçant de douleur au genou. Je m'en vais. Quoi? Maintenant? Isabelle me regarda, déconcertée. Maman, tu ne peux pas partir en plein milieu d'une fête. Qu'est-ce que je vais dire aux invités? Dis-leur que ta vieille mère débraillée s'est souvenue de sa dignité. J'enlevai mes talons hauts et marchai pieds nus devant ma fille stupéfaite. Maman, attends. Isabelle m'attrapa le bras. Tu as tout mal interprété. François ne dirait jamais ça. Mais il l'a fait, dis-je en retirant ma main. Et tu sais quoi? Son père a raison. Je suis une vieille femme. J'ai 67 ans. J'ai de l'arthrite et des cheveux gris. Mais je mérite le respect, surtout de ma propre famille. Je retournai dans la chambre d'amis, me changeai rapidement, pris mes propres vêtements et fis mon sac. Quand je descendis, François et Isabelle se tenaient dans le hall. Martine, ne faisons pas de scène, François sourit nerveusement. Les invités pourraient t'entendre. Ne t'inquiète pas, François, je passai devant lui vers la porte. Je ne vais pas ruiner ta précieuse image. Maman, la voix d'Isabelle semblait désespérée. Tu ne peux pas simplement partir. Et les enfants? Ils vont demander où tu es. Je me retournai sur le seuil. Dites-leur la vérité. Que leur grand-mère en avait assez d'être invisible. Je sortis sous la pluie sans me retourner. Mes mains tremblaient en démarrant la voiture. Dans le rétroviseur, je vis Isabelle courir sur le porche mais s'arrêter, hésitant à sortir sous la pluie dans sa robe coûteuse. Je rentrai chez moi, me sentant étrangement vide. Au cours des dernières années, je m'étais tellement habituée à m'adapter à leur vie que j'avais presque oublié la mienne. Que fais-je quand je ne les aide pas? Qu'est-ce que j'aime? Qui suis-je sans eux? L'appartement vide était silencieux et sombre. J'allumai la lumière, enlevai mes vêtements mouillés et restai longtemps sous la douche chaude, lavant mon maquillage, mes larmes et les restes de mon humiliation. Puis, je m'enveloppai dans un vieux peignoir confortable, me fis un thé et m'assis près de la fenêtre en regardant la pluie. Le téléphone sonna presque immédiatement. C'était Isabelle. Je ne répondis pas. Puis il sonna encore et encore. Les messages affluèrent les uns après les autres. Maman, parlons-en. Tu as mal compris. Les enfants demandent après toi. J'éteignis mon téléphone et le mis de côté. En moi, une décision se formait, que j'aurais dû prendre il y a bien longtemps. Plus jamais je ne serai la grand-mère commode. Plus jamais je ne les laisserai profiter de moi. Plus jamais je ne sacrifierai ma dignité pour leur approbation. Je me suis tue, puis je suis partie. Et ce n'était que le début. Le dimanche matin m'accueillit avec le silence. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me réveillai sans que le réveil sonne à 4h30. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux mal tirés et l'horloge affichait 9h15. Je restai allongé à regarder le plafond, rempli d'un étrange sentiment de liberté et de vide à la fois. Mon téléphone, que j'avais rallumé avant de dormir, vibrait doucement sur la table de chevet. 37 appels manqués et 62 messages. Isabelle, François, même plusieurs appels du téléphone d'Amélie. Je ne lus pas les messages, je mis simplement le téléphone de côté. La résolution d'hier n'avait pas faibli. Au contraire, après une nuit passée dans mon propre lit sans avoir à bondir à l'aube, elle n'avait fait que se renforcer. Je me levai lentement, sentant mes articulations me faire mal. Le rappel matinal habituel de mon âge. Auparavant, je ne me permettais pas d'y prêter attention. J'étais trop occupée à me dépêcher pour arriver chez Isabelle avant 7h, réveiller les enfants, préparer le petit déjeuner. Aujourd'hui, je pouvais m'offrir le luxe de ressentir la douleur, de reconnaître son existence. Mon petit appartement semblait inhabituellement spacieux et silencieux. Personne ne me tirait par la manche, ne réclamait de l'attention, ne donnait d'ordre. Je me fis du thé, du vrai thé, dans une théière en porcelaine qui restait habituellement sur l'étagère comme décoration. Il n'y avait plus de temps pour les cérémonies. Je sortis une tasse et une soucoupe en porcelaine du buffet, un cadeau de mariage de ma mère que j'avais gardé pour les grandes occasions. Mon premier jour de liberté n'était-il pas une grande occasion? Le téléphone sonna de nouveau. C'était Isabelle. Je fixai l'écran clignotant sans bouger. Que pouvais-je lui dire?
Que je pardonnais les insultes que son mari et son père m'avaient lancées. Que j'étais prête à continuer d'être invisible, une babysitter gratuite qu'on a honte de nommer grand-mère. Le téléphone cessa de sonner et un message apparut. Maman, s'il te plaît, réponds. Les enfants n'ont pas arrêté de demander après toi hier soir. Je ne sais pas quoi leur dire. Je posai le téléphone. Pour une raison quelconque, je me souvins d'un incident d'il y a 3 ans, mon anniversaire. Je les attendais au restaurant. La table était réservée pour 6. À 18h30, je reçus un message d'Isabelle. Désolée, maman. On ne peut pas venir. François a une réunion importante avec son père, et je n'ai personne pour garder les enfants. On fêtera ça un autre jour. Un autre jour n'est jamais venu. Je restai seule au restaurant, où le serveur regardait avec pitié cette femme d'âge moyen avec un verre de vin intact, qui ne partait pas, continuant d'attendre quelqu'un. Ce soir-là, je me jurai de ne plus jamais fêter mon anniversaire. Pourquoi? Qui en a besoin à part moi? La sonnette retentit, me tirant de mes souvenirs. Paul se tenait sur le seuil avec un sac en papier qui sentait les viennoiseries fraîches. J'ai décidé de vérifier si tu étais vivante, dit-elle en guise de salut, après la performance d'hier. Comment le savais-tu? Demandai-je, surprise, en la laissant entrer. Isabelle m'a appelé hier soir, dit Paul en entrant dans la cuisine et en sortant les croissants du sac. Elle te cherchait. Je lui ai dit que je ne t'avais pas vu, mais t'en juger par son ton hystérique, il a dû se passer quelque chose de grave. Je soupirai et racontai à Paul l'humiliation de la veille. Elle écouta sans m'interrompre, ne faisant que pincer les lèvres un peu plus à chaque mot que je prononçais. Les salauds! Expira-t-elle finalement quand j'eus fini. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je haussai les épaules. Je ne sais pas. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est ça, hocha la tête Paul. Arrête d'être leur servante gratuite. Ça fait combien d'années que je te dis que tu mérites mieux, Martine? Mais les enfants. Comment sais-je? Les enfants s'en remettront, me coupa Paul. Ils ont des parents. Qu'ils apprennent à être des parents au lieu de tout mettre sur le dos. Il y avait de la vérité dans ces paroles. Mais mon cœur me faisait encore mal quand je pensais à Amélie et David. Ils n'étaient pas responsables des actions de leurs parents. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était François. Ne réponds pas, dit Paul en posant sa main sur mon téléphone. Laisse-les mariner. Ça leur fera du bien. Je hochai la tête, même si tout en moi protestait contre ce petit acte de vengeance. Mais ne méritais-je pas au moins une journée de paix et de tranquillité? Au moins une journée sans leurs exigences, leurs caprices et leurs ordres. Après le départ de Paul, j'eus une journée étrange, inconnue. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'avais pas d'horaire, pas d'obligation, pas besoin de me presser. Je feuilletais de vieux albums photos, triais des livres que j'avais l'intention de lire mais que j'avais toujours remis à plus tard. Il n'y avait jamais assez de temps. Le temps. Soudain, j'en avais à ma disposition, et je ne savais pas quoi en faire. Le soir, le téléphone sonna de nouveau. C'était le numéro d'Amélie. Mon doigt plana sur le bouton de réponse, pour entendre la voix de ma petite fille, pour savoir comment elle allait. Mais au dernier moment, je retirai ma main. Non, je ne pouvais pas. Pas maintenant. La blessure de la trahison de François était encore trop fraîche, et celle du silence d'Isabelle, qui n'avait pas pris ma défense, préférant protéger son image plutôt que de défendre sa propre mère. Je coupai le son de mon téléphone et allai me coucher. Mais le sommeil ne venait pas. Pendant des années, j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre, existant selon l'horaire de quelqu'un d'autre. Qui étais-je maintenant que j'avais osé briser cette dépendance? Une infirmière à la retraite, une mère, une grand-mère, ou juste une vieille femme seule, comme l'avait dit Charles Ferraud. Lundi matin, je me réveillai avec la tête lourde. Ma première pensée fut que je devais aller chez Isabelle réveiller les enfants. Puis je me souvins, plus maintenant. J'étais libre et seule. Je fis mes exercices, des exercices simples qui faisaient autrefois partie de ma routine quotidienne, mais que j'avais abandonnés par manque de temps. Je pris une douche, en prenant mon temps, en profitant de l'eau chaude. Je pris mon petit déjeuner en regardant par la fenêtre le ciel nuageux d'Orléans. Je n'allumai mon téléphone qu'à l'heure du déjeuner. Nouveau message, encore plus d'appels. Le dernier message d'Isabelle, envoyé à 7 heures du matin. Maman, je suis en retard au travail et David fait des siennes et ne veut pas aller à l'école. S'il te plaît, viens. On en parlera. En parler. De quoi exactement?
Comment François avait été d'accord avec son père pour que je ne puisse pas être appelée « mamie » devant les gens. Comment Isabelle avait pu rester silencieuse quand son mari laissait sa mère se faire humilier. J'éteignis de nouveau mon téléphone et décidai de faire une promenade. La journée était fraîche mais sèche. Je marchais lentement le long de rues familières, regardant les vitrines des magasins devant lesquels je passais habituellement en voiture en me rendant chez mes petits-enfants. Je m'assis sur un banc dans le parc et regardais les enfants jouer sur l'aire de jeu. Leur rire cristallin résonnait dans mon cœur avec douleur. Amélie et David me manquaient. Mais plus qu'eux, je me manquais à moi-même, la femme que j'étais. Confiante, indépendante, respectée. Autrefois, les médecins m'écoutaient. Les patients me remerciaient, les collègues comptaient sur moi. Et maintenant, j'étais devenue invisible. Une vieille bique qu'on a honte de nommer grand-mère. De retour à la maison, j'allumai de nouveau mon téléphone. Parmi des dizaines de messages d'Isabelle, il y en avait un de François. « Martine, tu as mal compris. Personne ne voulait te blesser. S'il te plaît, rappelle Isabelle. Elle devient folle. Elle devient folle. Et moi? Comment étais-je censée me sentir en entendant mon gendre être d'accord avec son père pour dire que je n'étais pas assez bien pour être la grand-mère de ses enfants? Je commençai à écrire une réponse, l'effacer, la réécrivis. Finalement, je posai le téléphone sans rien envoyer. Que pouvais-je dire? Que je leur pardonnais? Non, je ne leur pardonnais pas. Que je comprenais? Non, je ne comprenais pas. Que j'étais prête à revenir? Non, je n'étais pas prête. Du moins, pas dans les mêmes conditions. Le soir, Paul appela. « Comment vas-tu? » « Bien, mentis-je. Je profite du calme. »« Isabelle m'a encore appelé, » dit Paul. « Elle dit que c'est le chaos chez eux. Les enfants pleurent, ils réclament leur grand-mère. François est en colère qu'elle n'arrive pas à les gérer. »« Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demandai-je, sentant une boule se former dans ma gorge. « Je lui ai dit que tu méritais des excuses. De vraies excuses, pas des prétextes comme tu as mal compris. » Je soupirai. « Merci, Paul. »« De rien. » ricana-t-elle. « Il fallait bien que quelqu'un le dise. Et tu sais quoi? Je suis fière de toi, Martine. Tout le monde n'aurait pas eu la force de se lever et de partir après avoir été humilié comme ça. » Après avoir parlé à Paul, je restai longtemps assise près de la fenêtre, regardant Orléans dans la soirée. Des lumières aux fenêtres, des gens qui se pressent pour rentrer chez eux, des voitures. La vie continuait. Et la mienne devait continuer aussi. Mais comment? Au cours des dernières années, je m'étais tellement absorbée dans la vie de ma fille et de sa famille que j'avais presque oublié mes propres désirs et besoins. Qu'est-ce qui m'intéressait avant? Qu'est-ce que j'aimais? À quoi aspirais-je? Je me dirigeai vers la bibliothèque et sortis un vieil album photo. Me voici à 20 ans, débutant mes études d'infirmière. Mes yeux brillent. Mon sourire est confiant. Me voici en blouse d'infirmière, tenant un nouveau-né dans mes bras. Ma première garde seule à la maternité. Nous voici avec Robert, mon défunt mari, lors d'un pique-nique. Il me regarde avec une telle adoration. Voici la petite Isabelle. Nous sommes aux eaux. Elle tend la main pour caresser une chèvre. Et je ris, en la tenant. Où est passée cette femme? Où est passée sa confiance? Sa joie de vivre? Quand suis-je devenue une ombre, une servante, une vieille femme débraillée? Mardi matin, la sonnette retentit. Isabelle se tenait sur le seuil, pâle, des cernes sous les yeux, vêtue d'une veste enfilée à la hâte. « Maman » halta-t-elle en me voyant. « Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Je deviens folle. » Je reculai silencieusement, la laissant entrer. Isabelle entra dans le salon et s'effondra sur le canapé. « Maman, c'est de la folie. David refuse d'aller à l'école. Amélie a fait une crise de nerfs au cours de danse, exigeant de voir sa grand-mère. François est en colère que je n'arrive pas à les gérer. Et je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire comme toi. » Elle parlait vite, nerveusement, tirant sur la manche de sa veste. « Et cette réunion avec le père de François et son ami? Tu ne vas pas le croire, mais Daryl a refusé de s'associer avec François. Charles a dit qu'il ne voit aucune stabilité en nous. François est furieux, il me rejette la faute. Maman, je ne sais pas quoi faire. » Je regardais ma fille et des émotions contradictoires faisaient rage en moi. J'avais pitié d'elle. Elle avait vraiment l'air épuisée. Je ressentais de la colère contre François,
qui semblait tout lui reprocher au lieu de se remettre en question. Et une étrange satisfaction qu'ils réalisent enfin tout ce que j'avais fait pour eux. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Isabelle ?» demandai-je doucement. « Je veux que tu reviennes, » dit-elle en levant les yeux vers moi, suppliante. « Les enfants ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Et ce qui s'est passé au barbecue. Je croisai les bras sur ma poitrine. Ton mari a été d'accord avec son père pour dire que je ne pouvais pas être appelée grand-mère devant les gens. Que je n'étais pas assez présentable pour leur image. Maman, tu as tout mal compris, Isabelle secoua la tête. François ne. Je l'ai entendu, Isabelle, l'interrompis-je, de mes propres oreilles. Et j'ai aussi entendu son accord silencieux. Ma fille baissa la tête. Il était dans une position difficile. Son père. Et ce Daryl pouvait lui donner une chance de développer son entreprise, de devenir associé. Et pour ça, tu es prête à sacrifier la dignité de ta propre mère. Je sentis ma colère monter à nouveau. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas ce que Charles a dit. C'est que ni toi ni François n'avez pris ma défense. Vous n'avez rien dit, comme si je ne valais vraiment rien. Maman, ce n'est pas vrai, protesta faiblement Isabelle. Nous apprécions tout ce que tu fais pour nous. Non, vous ne l'appréciez pas, je secouai la tête. Vous le prenez pour acquis. Vous vous attendez à ce que je sois toujours disponible, toujours prête à aider, toujours prête à annuler mes plans pour les vôtres. Vous ne demandez même pas si j'ai ma propre vie. Mais tu ne t'es jamais plainte, commença Isabelle. Parce que vous ne m'avez jamais demandé, ma voix trembla. Vous ne m'avez vue que comme une aide commode et gratuite, pas comme une personne avec ses propres désirs et sentiments. Isabelle se tut, la tête baissée. Je vis une larme couler sur sa joue. Maman, dit-elle enfin. Je ne sais pas quoi dire. Tu as raison. Nous t'avons prise pour acquise. Nous avons été égoïstes. Mais les enfants, ils t'aiment. Tu leur manques. S'il te plaît, au moins pour eux. N'utilise pas les enfants, Isabelle, je secouai la tête. Ce n'est pas juste. Mais c'est la vérité, s'exclama-t-elle. Amélie a pleuré toute la nuit, demandant pourquoi mamie était partie. David a fait un dessin de toi à l'école maternelle et a refusé de le donner à sa maîtresse. Il t'aime, maman. Vraiment. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Mes petits-enfants, mes petits rayons de soleil. Ils n'étaient pas responsables des actions de leurs parents. Que suggères-tu? Demandai-je après une pause. Viens aujourd'hui, dit rapidement Isabelle. Les enfants seront si heureux. On en parlera et on trouvera une solution. Non. Je secouai la tête. Pas aujourd'hui. J'ai besoin de plus de temps, Isabelle. Du temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment. Mais maman. 2 jours, dis-je fermement. Laisse-moi encore 2 jours, puis nous parlerons tous ensemble, y compris François. Et s'il n'est pas prêt à s'excuser, à admettre qu'il a eu tort, alors je ne reviendrai pas. Isabelle me regarda, surprise. Elle n'avait pas l'habitude de me voir si déterminée. Pour être honnête, je n'avais pas l'habitude de me voir comme ça non plus. D'accord, dit-elle finalement. 2 jours de plus. Mais tu reviendras? J'y réfléchirai, répondis-je. Maintenant, tu dois aller travailler. Je ne répondrai pas au téléphone avant jeudi, alors n'appelle pas. Je t'appellerai jeudi soir. Isabelle hocha la tête, me regardant toujours avec méfiance. Puis elle me serra maladroitement dans ses bras et partit, se retournant sur le seuil comme si elle ne pouvait pas croire que j'étais vraiment capable de prendre mes propres décisions. En fermant la porte derrière elle, je m'adossai au mur et fermai les yeux. 2 jours de silence. 2 jours sans leurs appels, leurs exigences, leurs ordres. 2 jours pour découvrir qui je suis maintenant et ce que je veux du reste de ma vie. Je méritais ce temps. Je méritais le droit d'être entendue et comprise. Je méritais le droit d'être non seulement une grand-mère, mais une femme avec sa propre dignité et ses propres désirs. Le silence qui m'avait semblé effrayant auparavant me semblait maintenant une bénédiction. Dans ce silence, je pouvais enfin entendre ma propre voix, longtemps étouffée par les demandes et les attentes des autres. Et cette voix disait « Tu mérites mieux, Martine. Bien plus. » Le jeudi matin était clair et frais. Je me réveillais à 7 heures, sans réveil. Les vieilles habitudes ont la vie dure. 2 jours de silence touchaient à leur fin. Aujourd'hui, j'avais promis de contacter Isabelle, et une conversation difficile m'attendait. J'avais passé ces 2 jours seuls, faisant ce que je ne m'étais pas permis de faire depuis longtemps, vivre pour moi.
Je m'étais inscrite à la bibliothèque municipale et avais emprunté 3 livres que je voulais lire depuis longtemps. J'étais allée à une séance de cinéma matinale, seule, sans avoir à me presser. J'avais appelé mes anciennes collègues de l'hôpital et avais organisé une rencontre pour la semaine prochaine. Et j'avais beaucoup réfléchi. Au passé, au présent et à l'avenir que je voulais construire. Tu vas vraiment y retourner? M'avait demandé Paul lorsque nous nous étions vus la veille pour un café. Oui, avais-je répondu. Mais pas dans les mêmes conditions. Paul avait levé un sourcil sceptique. Isabelle et son mari ne changeront probablement pas, Martine. Rien ne peut changer des gens comme ça. Peut-être, avais-je haussé les épaules. Mais mes petits-enfants n'y sont pour rien, et je veux faire partie de leur vie. Ne les laisse plus te marcher sur les pieds, avait prévenu Paul. Ils retomberont vite dans leurs vieilles habitudes si tu cèdes. J'avais souri à mon ami. Paul était toujours direct, mais juste, et elle avait raison. Si je ne tenais pas bon, tout redeviendrait comme avant. À 11 heures précises, je composai le numéro d'Isabelle. Elle répondit à la première sonnerie, comme si elle m'attendait. Maman, sa voix était tendue. Tu viens? Oui, dis-je. Mais d'abord, il faut qu'on parle. Nous tous. Bien sûr, acquiesça rapidement Isabelle. François rentrera tôt aujourd'hui. Il veut parler aussi. Viens à 17 heures. Les enfants seront si heureux de te voir. Je soupirai. Typique d'Isabelle. Elle avait déjà tout décidé pour moi sans même demander si 17 heures me convenait. Mais je me retins. D'accord, je serai là à 17 heures. Toute la journée, je sentis la tension monter. Que dirais-je à François? Comment expliquerais-je mon absence aux enfants? Accepterait-il mes conditions, ou repartirais-je, cette fois pour de bon? À 16h45, je me garai devant leur maison. Une belle maison à 2 étages dans un quartier prestigieux d'Orléans, avec une pelouse bien entretenue et des voitures chères dans l'allée. La maison modèle d'une famille modèle. Combien de fois, ces derniers jours, avais-je pensé que la prospérité extérieure cache souvent un vide intérieur? Je sonnai et entendis presque immédiatement le bruit des pas des enfants. La porte s'ouvrit en grand et Amélie et David se précipitèrent vers moi. Mamie! David enroula ses bras autour de mes jambes. Tu es revenu. Tu nous as tellement manqué. Amélie me serra par la taille. Pourquoi tu es partie? Maman a dit que tu étais occupée, mais je savais que ce n'était pas vrai. Je m'accroupis et serrai mes petits-enfants dans mes bras. Leur joie sincère me toucha au cœur, et je sentis mes yeux se remplir de larmes. Vous m'avez manqué aussi, mes chéris, dis-je. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour réfléchir à des choses importantes. Mamie ne repartira plus, demanda David, anxieux, en me regardant dans les yeux. J'hésitais à répondre. Il aurait été malhonnête de faire des promesses que je ne pourrais peut-être pas tenir. J'essaierai très fort, répondis-je finalement. Mais d'abord, je dois parler à ton papa et ta maman. À ce moment, Isabelle apparut dans le couloir. Elle avait meilleure mine que mardi. Ses cheveux étaient coiffés, elle portait un maquillage léger, mais ses yeux montraient encore des signes d'anxiété. Maman, elle sourit, tendue. Tu es là. Les enfants, allez jouer en haut. Mamie et moi devons parler. Mais on veut rester avec mamie, protesta Amélie. Plus tard, ma puce, Isabelle fut catégorique. D'abord, nous devons parler. Les enfants montèrent à contre-cœur, se retournant de temps en temps vers moi, comme s'ils craignaient que je ne disparaisse. Isabelle me conduisit au salon où François était déjà assis. Il se leva quand j'entrai et je remarquai à quel point il se déplaçait maladroitement d'un pied sur l'autre. Martine, commença-t-il en évitant mon regard. Je suis content que tu sois venue. Je suis venu pour les enfants, répondis-je calmement. Et pour mettre les choses au clair. Nous nous assîmes. Je pris le fauteuil en face du canapé où Isabelle et François s'étaient installés. La distance physique entre nous semblait symboliser le gouffre qui s'était creusé entre nous ces derniers jours. Tout d'abord, je veux m'excuser, commença François. Pour ce qui s'est passé au barbecue. Je n'aurais pas dû rester silencieux quand mon père a dit ces choses terribles. Mais tu n'es pas seulement resté silencieux, fis-je remarquer. Tu as été d'accord avec lui. François pâlit. J'étais dans une position difficile. Cette rencontre aurait pu changer notre vie. Et pour ça, tu étais prêt à sacrifier ma dignité. Je le regardai droit dans les yeux.
Laisser ton père me traiter de vieille femme débraillée qu'on ne peut pas présenter comme la grand-mère de tes enfants. Je ne pensais pas que tu entendrais, marmonna François. Et ça rend les choses meilleures. Je secouai la tête. Le fait que tu l'aies dit dans mon dos au lieu de me le dire en face. Isabelle posa la main sur le genou de son mari. Maman, nous sommes tous les deux en faute. J'aurais dû te défendre aussi, mais je me suis tue. Nous avons pris ton aide pour acquise. Oui, c'est vrai, acquiesçai-je. Pendant des années, j'ai renoncé à ma vie pour vous. J'ai annulé des rendez-vous avec des amis, manqué le club de lecture, oublié mes propres intérêts. Et qu'ai-je eu en retour? Des critiques, de l'ingratitude et des ordres. On ne t'a jamais donné d'ordre, commença Isabelle. Maman, fais les courses. Maman, va chercher les enfants. Maman, prépare le dîner pour les invités, énumérai-je. Jamais, s'il te plaît. Jamais si ça t'arrange. Jamais merci. Toujours des exigences, comme si j'étais votre servante. Isabelle baissa les yeux. On ne s'en est pas rendu compte. Parce que vous ne vouliez pas vous en rendre compte, je soupirai profondément, rassemblant mes pensées. Vous avez tous les deux grandi avec des mères qui se sont sacrifiées pour leurs enfants, et vous avez décidé que je devais faire de même. Mais la différence, c'est que vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des adultes qui doivent assumer la responsabilité de votre famille. François se tut, fixant le sol. Son visage prit une expression étrange, un mélange de honte et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait cerner. Tu sais pourquoi je n'ai pas contredit mon père? Demanda-t-il soudain. Parce que j'ai entendu la même chose de sa part toute ma vie. Ne fais pas honte à la famille. Sauve les apparences. Que vont penser les gens? Il n'a jamais été satisfait de moi. Toujours à exiger plus, toujours à critiquer. Il continua. Et quand il a commencé à parler, c'était comme si j'étais redevenu ce petit garçon, effrayé de décevoir son père. Je regardais mon gendre, surprise. Pendant toutes les années que je l'avais connu, il n'avait jamais parlé aussi ouvertement de sa relation avec son père, même si j'avais toujours soupçonné qu'elle était compliquée. Ce n'est pas une excuse, poursuivit François. Juste, je me suis dégonflé. J'ai été un lâche toute ma vie quand il s'agit de mon père. Et au lieu de briser le cycle, je l'ai laissé humilier. Je suis désolé, Martine. J'ai eu tort. Ces paroles semblaient sincères, ce à quoi je ne m'attendais pas. Mais les blessures infligées au fil des ans étaient trop profondes pour être guéries par une seule excuse. J'apprécie ton honnêteté, François, dis-je. Mais il ne s'agit pas seulement de cet incident. Il s'agit de la façon dont vous m'avez tous les deux traité pendant toutes ces années. Comme une main-d'œuvre gratuite, pas comme une personne avec ses propres désirs et besoins. Isabelle essuya une larme. Maman, on ne le voulait pas. C'est juste que, tu as toujours été si forte, si prête à aider. On n'a jamais pensé à ce que ça te coûtait. Vous auriez dû, dis-je fermement. Je suis votre mère et la grand-mère de vos enfants, pas votre servante. Et si je reviens, ce ne sera que sous de nouvelles conditions. Ils se penchèrent en avant, écoutant attentivement. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je sentis que j'étais vraiment écoutée. Premièrement, je ne viendrai que 3 jours par semaine, de 10h à 18h, commençai-je. J'ai besoin d'avoir du temps pour ma propre vie. Mais nous travaillons tous les deux à plein temps, objecta Isabelle. Qui sera avec les enfants le reste du temps? Vous êtes leurs parents, je haussai les épaules. Engagez une baby-sitter, ajustez vos horaires, arrangez-vous avec vos employeurs. C'est à vous de voir. C'est votre responsabilité, pas la mienne. Isabelle voulut dire quelque chose, mais François l'arrêta. Elle a raison, Isabelle. Nous avons reporté notre responsabilité sur ta mère pendant trop longtemps. Deuxièmement, continuai-je, pas d'ordre. Vous pouvez demander mon aide, mais la décision m'appartient. Et j'attends de la gratitude pour mon aide, pas des critiques. Ils hochèrent la tête en silence. Troisièmement, je veux un dédommagement pour les courses et les autres dépenses que j'engage en vous aidant, dis-je en regardant leur visage surpris. Oui, nous sommes une famille, mais cela ne signifie pas que je doive soutenir financièrement des adultes qui travaillent. Bien sûr, maman, acquiesça rapidement Isabelle. Nous n'y avons pas pensé. Vous n'y avez pas pensé, acquiesçai-je. C'est ça le problème. Vous n'avez pas pensé à moi, à mes sentiments, à mes besoins. Vous n'avez vu que les vôtres. Il y eut un silence.
Je vis Isabelle et François échanger des regards, comme s'ils menaient un dialogue silencieux. Y a-t-il autre chose, maman? Demanda enfin Isabelle. Oui, dis-je en me redressant dans mon fauteuil. Je veux que toi, François, tu me reconnaisses publiquement comme la grand-mère de tes enfants. Sans honte, sans réserve. Je suis fière d'être grand-mère. Et si tu as honte de moi, alors nous n'avons plus rien à nous dire. François leva les yeux. Je n'ai jamais eu honte de toi, Martine. Ce que j'ai dit à mon père, c'était un moment de faiblesse, une tentative de gagner son approbation. Mais j'avais tort. Tu es une grand-mère merveilleuse et je suis fière de t'avoir dans notre famille. Ces paroles semblaient sincères, mais j'avais vécu avec de fausses promesses pendant trop longtemps pour le croire facilement. Prouve-le, dis-je. Pas avec des mots, mais avec des actes. Comment? Demanda François. Que puis-je faire pour que tu me croies? Je réfléchis un instant. David a un match de foot samedi. Toute sa classe sera là avec leurs parents. Je veux venir en tant que sa grand-mère, m'asseoir à côté de vous, être présentée aux autres parents. Sans honte, sans gêne. François hocha la tête. Bien sûr. Je serai heureux de te présenter à tout le monde. Et autre chose, je regardais Isabelle. La prochaine fois que vous aurez des invités, je veux être invitée en tant qu'invitée, pas en tant que servante. Ma fille rougit. Maman, on ne t'a jamais considérée comme... Non. Je levai un sourcil. Qui a cuisiné, servi et nettoyé à toutes vos fêtes? Qui s'est assise avec les enfants pendant que vous divertissiez vos amis? Qui est toujours resté dans la cuisine, sans même être présenté aux invités? Isabelle baissa les yeux. Tu as raison. Nous t'avons utilisé, et c'était mal. Je regardais ma famille, ma fille et mon gendre, deux adultes qui commençaient seulement à comprendre ce qu'ils avaient fait. Une partie de moi voulait leur pardonner immédiatement, oublier la blessure et retrouver mon rôle familier. Mais une autre partie, celle qui s'était réveillée après l'humiliation du barbecue, exigeait justice et respect. Une dernière chose, j'hésitais, mais décidai que je devais clarifier ce point également. Ton père, François. Je comprends que c'est ta famille, mais je ne veux plus entendre d'insultes de sa part. S'il ne peut pas me traiter avec respect, je ne serai pas dans la même pièce que lui. François pinça les lèvres. Je lui parlerai. Il doit comprendre qu'il ne peut pas traiter les gens de cette façon, surtout toi. Et s'il ne comprend pas, demandai-je. Que choisiras-tu, François? Son approbation ou mes sentiments? Il me regarda droit dans les yeux. Tes sentiments, Martine. Je te le promets. Je hochai la tête, acceptant ses paroles, mais sans y croire entièrement. Trop de fois j'avais vu François devenir une autre personne en présence de son père. Incertain, soumis, prêt à tout pour son approbation. Pourrait-il vraiment tenir tête à Charles Ferraud s'il devait choisir? Je ne sais pas si nous pouvons revenir à ce que nous étions, dis-je honnêtement. Il s'est passé trop de choses. Mais pour le bien des enfants, je suis prête à essayer. Selon mes conditions. Nous acceptons tout, dit rapidement Isabelle. N'est-ce pas, François? Il hocha la tête. Oui. Nous comprenons que nous avons eu tort et nous voulons arranger les choses. Très bien, dis-je en me levant. Alors je commencerai demain. Je viendrai à 10 heures et je partirai à 18 heures. Maintenant, il fallait que je parle aux enfants. Amélie et David attendaient en haut, cachés dans l'escalier. Je montai vers eux et ils se précipitèrent à ma rencontre. Tu restes, mamie? Demanda Amélie, anxieuse. Oui, ma puce, je la serrai dans mes bras. Mais pas tous les jours comme avant. Mamie a sa propre vie, tu comprends? Comme ma danse et le foot de David, précisa-t-elle. Exactement, je souris. Tout le monde devrait avoir quelque chose à soi. Tu viendras à mon match samedi? Demanda David, plein d'espoir. J'y serai, dis-je en lui caressant la tête. Et j'encouragerai pour toi plus fort que n'importe qui d'autre. Ils me serrèrent dans leurs bras, et je sentis leur amour, pur, inconditionnel, réel. Pour cet amour, il valait la peine de se battre. Pour cet amour, il valait la peine d'exiger le respect. Quand je partis, François me raccompagna à ma voiture. Je suis vraiment désolé, Martine, dit-il, debout près de la portière ouverte. Et je te prouverai que je suis digne d'être ton gendre. Je le regardai attentivement. Tu sais, François, ton père a peut-être été un homme strict, mais tu es un homme adulte, et il est temps d'arrêter de te cacher dans son ombre.
Tu fais tes choix chaque jour, et ces choix détermineront quel genre d'homme tes enfants penseront que tu es. Il hocha la tête en silence, et je vis de la compréhension dans ses yeux, peut-être pour la première fois depuis toutes les années que je le connaissais. Je rentrai chez moi avec des sentiments mitigés. Le soulagement d'avoir enfin exprimé ma douleur était mêlé d'anxiété pour l'avenir. Pourrait-il vraiment changer? Ou tout redeviendrait-il comme avant dans une semaine ou un mois? Et je me retrouverais à nouveau comme la grand-mère commode qui faisait docilement tout ce qu'on lui demandait? À la maison, je composai le numéro de Paul. Alors, tu leur as posé un ultimatum? Demanda-t-elle en guise de salut. Plutôt fixer des limites, répondis-je. On verra comment ça se passe. Sois ferme, Martine, dit Paul. Sérieusement. Ne les laisse pas te manipuler à nouveau. Tu mérites le respect. Je sais, je souris au téléphone. Et merci de me l'avoir rappelé. Avant de me coucher, je restai longtemps à la fenêtre, regardant Orléans la nuit. Quelque part là-bas, dans l'une de ces fenêtres éclairées, mes petits-enfants se préparaient à dormir, racontant peut-être à leurs parents à quel point ils étaient heureux que leur grand-mère soit de retour. Et à côté d'eux, Isabelle et François, deux personnes qui m'avaient blessé, mais qui voulaient peut-être sincèrement se racheter. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le choix, et la force de défendre mon droit au respect et à la dignité. C'était un petit pas vers un nouvel équilibre, vers une vie où je ne serais pas seulement une grand-mère et une mère, mais aussi une femme digne de respect et d'amour. On dit que les vieilles habitudes ont la vie dure, mais j'ai découvert que les nouvelles peuvent prendre racine étonnamment vite quand elles sont soutenues par la détermination. 3 mois ont passé depuis le jour où j'ai posé mon ultimatum à Isabelle et François. 3 mois d'une nouvelle vie. 3 jours par semaine avec mes petits-enfants, et le reste du temps pour moi. Dire que c'était facile serait mentir. Les changements n'ont été faciles pour aucun de nous. Les premières semaines, Isabelle appelait 10 fois par jour. David faisait des siennes et ne voulait pas aller à l'école. Amélie avait de la fièvre. Il devait se rendre à une réunion urgente et la baby-sitter avait annulé. Auparavant, j'aurais tout laissé tomber et me serais précipité pour aider. Maintenant, je prenais une profonde inspiration, j'expirais et je répondais calmement. Je suis désolée, Isabelle. Aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. Vous pouvez vous en sortir. Étonnamment, il s'en sortait. François a commencé à prendre des jours de télétravail quand les enfants étaient malades. Isabelle a organisé un horaire flexible au bureau. Ils ont trouvé une baby-sitter fiable pour 2 jours par semaine, non sans mon aide, mais ils ont réussi. Les petits-enfants se sont habitués à la nouvelle routine plus vite que je ne l'aurais cru. La flexibilité des enfants est incroyable. Et moi, j'ai enfin commencé à vivre pour moi. J'ai renouvelé mon adhésion au club de lecture, je me suis portée volontaire à l'hôpital local 1 jour par semaine, encadrant de jeunes infirmières. Paul m'a entraîné à des cours de tai chi. Pour tes articulations, Martine, et c'est bon pour notre âge en général. Je grommelais, mais j'y allais régulièrement et j'ai été surprise de constater que mes articulations me faisaient vraiment moins mal. Mais le plus grand changement s'est produit en moi. Je ne me sentais plus comme une ombre, une servante, une grand-mère commode. J'étais de nouveau Martine Jolivet, une femme avec ses propres intérêts, ses propres opinions et le droit de dire non. Tu as changé, remarqua Paul lorsque nous nous retrouvâmes dans un café un samedi matin. Même ta démarche est différente. Vraiment? Je ris en sirotant mon cappuccino. Absolument, hocha-t-elle la tête. Avant, tu semblais toujours t'excuser d'exister. Maintenant, tu vis, tout simplement. Il y avait de la vérité dans ces paroles. J'avais changé. Et étonnamment, ma relation avec ma famille avait changé aussi. Lentement, avec des revers, mais sûrement. Le match de foot de David, ce premier samedi, a été un test sérieux pour François. Je suis arrivée comme convenu et j'ai pris place à côté d'eux dans les tribunes. Isabelle était nerveuse, François semblait tendu. D'autres parents étaient assis à proximité. Des mères bien coiffées en vêtements de marque, des pères confiants. Oh, François, Isabelle! Une femme blonde et frappante qui avait clairement dépensé beaucoup pour son apparence s'approcha de nous. Comment allez-vous? Et voici. Ma belle-mère, Martine, me présenta François, et je me tendis, m'attendant à ce qu'il s'arrête là. Mais il continua. La grand-mère de David et Amélie. Elle a été infirmière en soins intensifs pendant 40 ans et a sauvé plus de vies que nous tous réunis. Martine, voici Christine Wallace, la mère de Joshua. Je regardai François, surprise.
Il ne m'avait pas seulement appelée « grand-mère ». Il avait parlé de moi avec fierté. Christine me serra la main avec un sourire poli. Enchantée de vous rencontrer. Les soins intensifs, ça doit être si intense. Parfois, je lui souris en retour, mais le plus souvent, c'est juste un travail difficile. Vous connaissez François et Isabelle depuis longtemps? Nous nous mîmes à discuter, et je fus surprise de constater que je ne me sentais pas déplacée ou inappropriée. J'étais juste moi-même. Martine. Une grand-mère, une ancienne infirmière, une femme avec sa propre histoire. Quand David marqua un but, je sautai et criai de joie plus fort que n'importe qui d'autre, sans me soucier de ce que les autres pensaient. Après le match, il se précipita vers moi. « Mamie, tu as vu? Tu as vu mon but? » Je l'ai vu, mon chéri, je le serrai dans mes bras, couvert de boue et heureux. Tu as été incroyable. Sur le chemin du retour, je croisai le regard de François dans le rétroviseur. Il me regardait, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Du respect, peut-être? De la reconnaissance? Beaucoup de choses ont changé depuis. François a commencé à me consulter au sujet des enfants, m'appelant même une fois pour me demander comment aborder au mieux un sujet difficile avec David. Tu le connais mieux que moi, admis-il amèrement. Isabelle changeait aussi, bien que ce fût plus difficile pour elle. Au fil des ans, elle s'était habituée à me voir principalement comme un outil, une figure maternelle plutôt qu'une personne. Maintenant, elle devait réapprendre à me voir, à m'entendre et à me respecter. Notre nouvelle relation n'était pas parfaite. Il y avait des pannes. Isabelle fondait en larmes quand je refusais de changer mes plans pour elle une fois de plus. Et François oubliait parfois nos accords. Mais dans l'ensemble, ils essayaient, et j'appréciais leurs efforts. Le véritable test est venu à l'anniversaire d'Amélie, qui tombait le 2e mois de notre trêve. J'ai aidé aux préparatifs, mais cette fois, pas en cuisine. Nous l'avons fait ensemble avec Isabelle, discutant du menu et planifiant la disposition de la table. Qu'en penses-tu, maman? Canapé aux crevettes ou au saumon? Demanda-t-elle en me montrant une liste d'apéritifs. Pourquoi pas les deux? Suggérai-je. Mais en petite quantité. Et il nous faut absolument des options végétariennes. Tu te souviens que la femme de Thomas n'a pas mangé de viande la dernière fois? Isabelle me regarda, surprise. Tu t'en souviens? Bien sûr, je haussai les épaules. Je me souviens toujours de ce genre de choses sur les invités. C'est juste que personne ne m'a jamais demandé mon avis avant. Son visage se crispa un instant à la prise de conscience du nombre d'années où elle avait ignoré mes pensées et mes observations. Mais ensuite, elle sourit. Qu'est-ce que je ferais sans toi, maman? La veille de la fête, François annonça que son père venait. Je me tendis. Je n'avais pas vu Charles Ferraud depuis ce barbecue, et j'en étais très heureuse. Tu n'es pas obligé d'être là quand il arrivera, dit François en remarquant ma réaction. Je comprendrai. Je pris une profonde inspiration. Non, je serai là. C'est l'anniversaire d'Amélie, et je ne laisserai pas ça être gâché pour elle, ni pour moi. François hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Il n'était toujours pas sûr de pouvoir tenir tête à son père s'il recommençait à se comporter de la sorte. Le jour de la fête, je suis arrivée non pas en tant que membre du personnel, mais en tant qu'invitée. Isabelle a insisté pour que je porte ma robe préférée, une robe bleue avec une broche en argent. Un cadeau de mon défunt mari. Elle te va très bien, maman, dit-elle. Et je fus surprise de remarquer que pour la première fois depuis des années, elle avait prêté attention à ce que j'aimais plutôt qu'à ce qu'elle jugeait présentable. Charles Ferraud arriva lorsque la fête battait son plein. Il était grand et droit comme un i, avec une allure militaire et un visage impénétrable. Nous nous croisâmes à la table des boissons. Il me toisa. Madame Jolivet, hocha-t-il sèchement la tête. Vous avez meilleure mine que la dernière fois. Un compliment de Charles Ferraud équivalait à une approbation. Je hochai la tête en réponse. Monsieur Ferraud. Je suis heureuse que vous ayez pu venir pour l'anniversaire de votre petite fille. Il y eut une pause gênante. Puis Charles se racla la gorge. François dit que vous êtes bénévole dans une unité de soins palliatifs maintenant. Oui, 1 jour par semaine, confirmai-je, surprise que François ait parlé de moi à son père. Une entreprise louable, hocha la tête Charles. Ma femme, la mère de François, elle est décédée en soins palliatifs. Le personnel y était attentif. Il y avait une note inhabituelle dans sa voix, quelque chose de presque humain.
Je le regardais, surprise. De tout le temps que je l'avais connu, Charles Ferraud n'avait jamais mentionné sa défunte femme, et François n'avait presque jamais parlé de sa mère. Je suis désolé, dis-je sincèrement. C'est toujours difficile de perdre quelqu'un qu'on aime. Charles hocha la tête et but une gorgée de son verre. La conversation ne coulait pas de source, mais au moins elle n'était pas ouvertement hostile. Un petit pas en avant. La fête continua. Je me mêlais aux invités, jouais avec les enfants, aidais Isabelle quand c'était nécessaire, mais je ne me sentais plus comme une servante. Quand vint le moment du gâteau, Amélie insista pour que je me tienne à côté d'elle. C'est Mamie Martine qui m'a aidé à choisir le design, annonça-t-elle fièrement. Et c'est elle qui a fait le glaçage elle-même. Je remarquai que Charles fronça les sourcils en entendant « Mamie Martine » devant tous les invités, mais il se retint et ne dit rien. Un autre petit pas. Après la fête, lorsque la plupart des invités étaient partis et que les enfants dormaient, j'aidai Isabelle à ranger. Nous travaillions dans ce silence confortable qui n'existe qu'entre des personnes proches. « Maman » dit soudain Isabelle. « Tu as changé ces derniers mois. »« En mieux, j'espère », je souris. « Certainement », dit-elle en pliant les serviettes dans une boîte. « Tu es devenue plus confiante, plus vivante. Tu avais l'air fatiguée souvent, même quand tu souriais. Mais maintenant, tu rayonnes. » Je regardai ma fille, surprise. « Tu as remarqué que j'avais l'air fatiguée ? » Bien sûr, haussa-t-elle les épaules. Je pensais juste que c'était comme ça à ton âge. Tu sais, à mon âge, je secouai la tête. On peut être beaucoup plus énergique si on ne travaille pas 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Isabelle rougit. Je sais que nous avons été égoïstes. Mais nous apprenons, maman. Vraiment. À ce moment, François et Charles entrèrent dans la cuisine. À en juger par leurs expressions tendues, ils avaient eu une conversation difficile. Martine, François prit une profonde inspiration. Mon père veut te dire quelque chose. Charles se redressa encore plus, si c'était possible. Madame Jolivet, commença-t-il formellement. Je voudrais m'excuser pour mes paroles au barbecue. Elles étaient inappropriées. Je le regardai, n'en croyant pas mes oreilles. Charles Ferraud ne s'excusait jamais. Du moins, c'est ce que François avait toujours dit. Mon fils m'a fait remarquer que mon comportement était inacceptable, poursuivit Charles. Et il a raison. J'ai dépassé les bornes. François avait l'air de ne pas croire que son père prononçait réellement ces mots. Isabelle se figea, le torchon à la main. J'apprécie vos excuses, monsieur Ferraud, dis-je enfin. Et je les accepte. Charles hocha la tête, se sentant visiblement mal à l'aise. Bien. Je devrais y aller. Saluez Amélie de ma part quand elle se réveillera. Quand Charles fut parti, François s'effondra sur une chaise. Je n'arrive pas à croire que ça vient de se produire. En 37 ans de ma vie, je n'ai jamais entendu mon père s'excuser auprès de qui que ce soit. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Demanda Isabelle. François passa la main dans ses cheveux. La vérité. Que s'il ne peut pas respecter ma famille, toute ma famille, y compris Martine, alors il n'a pas sa place chez moi. Que je ne le laisserai pas te traiter, maman. Il me regarda, comme il a traité ma mère. Que ce cycle de manque de respect s'arrête avec moi. Je m'approchai et serrai mon gendre dans mes bras. Il se figea de surprise, mais me serra maladroitement en retour. Merci, François, dis-je doucement. Je sais à quel point c'était difficile pour toi. Au cours des semaines suivantes, notre vie s'installa progressivement dans une nouvelle routine. Je rendais visite à mes petits-enfants 3 jours par semaine, comme convenu. Le reste du temps, je le passais comme je l'entendais, à la bibliothèque, en soins palliatifs, en promenade avec Paul. Parfois, je m'asseyais simplement à la maison et lisais un livre, profitant du silence et de mes pensées. C'était un luxe inconnu. François a tenu parole. Non seulement il me présentait publiquement comme la grand-mère des enfants, mais il a aussi commencé à me traiter avec un respect sincère, me demandant conseil et s'intéressant à mon opinion. Charles Ferraud ne se permettait plus de remarques désobligeantes à mon égard, bien qu'il ne soit guère devenu l'âme de la fête. Mais au moins, une politesse de base était un progrès. Un soir, alors que j'allais partir après une journée avec mes petits-enfants, François me tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, méfiante. « Ouvre » sourit-il. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un certificat pour un week-end au spa pour 3 personnes. Moi, Isabelle et Paul. « Tu mérites une pause » dit François.
Et du temps avec ta fille sans qu'elle te sollicite toutes les 5 minutes à cause des enfants. Je m'occuperai d'eux, et j'appellerai une babysitter si besoin. Je le regardai, n'en croyant pas mes oreilles. Tu es sérieux? Absolument, hocha la tête François. Isabelle a toujours dit que vous aviez besoin de plus de temps ensemble. Pas en tant que mère et fille occupée avec les enfants, mais juste en tant que deux femmes. Et Paul semble toujours penser que je suis un monstre. Peut-être que cela améliorera un peu son opinion de moi. Je ris. Eh bien, Paul n'est pas facilement impressionné, mais j'aime l'idée. Merci, François. Nous sommes allés au spa 2 semaines plus tard. Paul grommela qu'elle ne faisait pas confiance à ses manipulateurs, mais elle vint quand même. Isabelle était nerveuse. C'était la première fois depuis des années que nous passions du temps ensemble sans les enfants. Mais peu à peu, l'atmosphère se détendit. Nous avons nagé dans la piscine, eu des soins, parlé non pas des enfants, des tâches ménagères ou des responsabilités, mais de livres, de films, de rêves. J'ai appris qu'Isabelle avait toujours voulu apprendre à jouer du piano. Elle a appris que je rêvais d'aller en Italie. Nous avons parlé comme deux femmes adultes, pas comme une mère et une fille, liées uniquement par les enfants et le quotidien. Tu sais, dit Isabelle alors que nous étions dans le jacuzzi le dernier soir, j'ai réalisé que je te connais à peine, maman. Qui es-tu, en dehors d'être ma mère et la grand-mère de mes enfants? Je ne l'ai pas toujours su moi-même, admis-je. C'est si facile de se perdre dans la vie des autres, d'oublier qui on est. Je suis contente que tu aies trouvé la force de changer ça, elle me serra la main, même si cela a nécessité de claquer la porte. Paul, qui nous observait, leva soudain son verre de champagne. À Martine, qui s'est enfin souvenu que sa vie lui appartient. Nous avons ri et trinqué. Paul avait raison. Je m'étais enfin souvenu que j'avais droit à ma propre vie, à mes propres désirs, à mon propre temps. Et personne ne pouvait me l'enlever. 1 mois plus tard, lors d'un autre barbecue familial, une affaire beaucoup plus modeste, juste pour les amis proches, David me présenta à son nouveau camarade de classe. C'est ma grand-mère, dit-il fièrement. Elle était infirmière et elle a sauvé des gens, et elle fait les meilleures crêpes du monde. Je souris, sentant mon cœur se remplir de chaleur. Être grand-mère, c'est merveilleux. Mais être soi-même, c'est inestimable. Et maintenant, j'avais enfin les deux. Tard le soir, en rentrant chez moi, je restais à la fenêtre à regarder les lumières de la ville. Dans ma poche se trouvait un billet pour un concert de musique classique. Paul insistait sur le fait que nous devions nous cultiver, Martine. Demain, je passerai la journée en soins palliatifs, aidant ceux qui approchent de la fin de leur vie. Le surlendemain, c'est tai chi dans le parc, puis club de lecture. Et jeudi, je rendrai visite à mes petits-enfants. Pas en tant que servante, pas en tant qu'ombre, mais en tant que grand-mère aimée et appréciée. La vie n'était pas parfaite. Isabelle s'oubliait parfois et commençait à donner des ordres. François se repliait parfois sur lui-même, surtout après les visites de son père. Les enfants étaient capricieux et demandaient plus d'attention. Charles Ferraud restait Charles Ferraud, réservé, sec et à peine capable d'une vraie chaleur. Mais nous apprenions tous. Lentement, inégalement, avec des revers, mais sûrement. Et surtout, à 67 ans, j'avais enfin retrouvé ce que j'avais perdu il y a de nombreuses années, moi-même. J'étais de nouveau non seulement une mère, non seulement une grand-mère, mais Martine Jolivet. Une femme avec sa propre vie, ses propres intérêts et sa propre dignité. Je souris à mon reflet dans la fenêtre sombre. Une vieille femme débraillée, peut-être. Mais heureuse, respectée, et surtout, fidèle à elle-même.